Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette toute petite critique de The Imitation Game, un film sorti en 2014 aux États-Unis, il sort en 2015 chez nous. C'est un film de Morten Daldum ou Dildum avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley. C'est un film qui a coûté 14 millions de dollars, il en a rapporté 64, il a eu d'assez bonnes critiques, il est nominé un peu partout pour certaines catégories, il dure 1h54 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, c'est l'histoire d'Alan Turing, cette personne qui a décodé Enigma, qui a fabriqué une machine incroyable, qui a décodé cet engin allemand qui leur permettait de se passer des messages. Donc c'est un peu l'histoire de la création de cette machine et l'histoire qui entoure Alan Turing. Concernant cet épisode-ci, le film se veut, on va dire, être un petit peu une sorte de biopic. Ce serait presque la promesse du film, mais se concentre particulièrement sur ce détail-là dans toute son histoire. On essaye de nous brasser plus large, mais c'est un petit peu voué à l'échec à mon avis. Ça se disperse un petit peu, on a l'impression que c'est un thriller, mais pas vraiment, c'est plutôt un drame historique. C'est une histoire faussement complexe en plus, avec des espèces de... On commence dans le présent, après la guerre, après on revient dans le passé, après on revient encore plus dans le passé avec des systèmes de flashback. C'est pour nous donner, je pense, une impression d'épaisseur, d'ampleur, mais en fait c'est vachement pauvre. Non, on aurait dû, je pense, se concentrer davantage sur... ce qui se passe pendant cette guerre-là, on essaie de créer de l'enjeu. Enfin, ça paraît tellement pauvre en fait ce qui se passe dans ce film. Il y a des aménagements en plus scénaristiques très importants vis-à-vis des choses qui se sont passées, vis-à-vis des personnages, des exagérations pour créer le drame parce qu'il y en a pas. C'est juste des mecs qui construisent une machine, voilà. On veut te faire croire que c'est super compliqué, que les mecs ils y arrivaient pas, qu'ils avaient des problèmes avec le gouvernement et tout ça. Ils devaient quand même faire un petit peu vite parce que les Allemands en attendant ils dégommaient un petit peu tout ce qu'il y avait devant eux, donc ils essayaient un petit peu de monter ça en alternance pour créer un petit peu d'enjeu, mais il y a assez peu d'enjeux. On se fait un petit peu chier, faut dire. Moi je me suis fait grave chier, et Dieu merci il ne dure que 2 heures. S'il commençait à durer davantage, là je me serais vraiment ennuyé. La bande-annonce nous vante quand même quelque chose d'assez dynamique, mais c'est très très porté sur les dialogues. Quand je parle aussi d'aménagement scénaristique, c'est concernant le personnage même d'Alan Turing, en prétextant qu'il a des graves problèmes sociaux ici qui relèvent presque de l'autisme, alors que c'était d'après des témoignages un petit peu faux quand même, l'exagération. Après ça n'empêche pas un jeu d'acteur qui est formidable. DiCaprio était intéressé pour jouer Turing, mais... Finalement, c'est Cumberbatch qui a le rôle de l'homme derrière cette machine, celui qui a posé la première pierre de l'ère de l'ordinateur. L'attraction, c'est Cumberbatch. Mais j'ai envie de dire que c'est tout dans le film. Et ça ne suffit pas. Enfin, pour moi, ça ne suffisait pas. Le jeu de Cumberbatch, il est sympa, mais il est pas si fou que ça, je trouve. Il fait un peu le geek des années 40... Mais nous ne sommes pas devant une performance, vraiment pas. Je ne pense pas qu'il remporte un grand succès. Il joue bien, mais c'est un jeu très classique. C'est un film qui s'efface, la mise en scène, qui s'efface derrière un jeu d'acteur. Ça pourrait en fait être une pièce de théâtre. Pourquoi le mettre en film ? En fait, c'est ça le problème. La mise en scène est complètement effacée derrière le jeu d'acteur. Pourquoi en faire un objet cinématographique alors qu'on peut très bien en faire une pièce de théâtre ? Il y a très peu de lieux dans le film. Ça se divise, je dirais, je dirais 3-4 lieux principalement. On pourrait d'ailleurs resserrer le tout assez facilement. Donc franchement, pourquoi en faire un film pour ça, quoi ? Après, c'est bien de montrer ce personnage. Les gens ne connaissaient pas son nom. Je dois vous avouer que moi aussi. Donc c'est très très bien de montrer un aspect de l'histoire que les gens ne connaissent pas forcément parce que ce ne sont pas des spécialistes, parce que ce sont des gens qui ne se sont pas intéressés à cette période-ci, de le montrer à travers un film. Comme ça aiguise un peu leur connaissance, même si c'est une connaissance qui est romancée. C'est toujours très bien, et moi je remercie beaucoup le cinéma de me faire apprendre un peu qui était Gandhi,
comment se passait un petit peu la Deuxième Guerre mondiale, même si c'est à travers le prisme d'une production hollywoodienne. Ici, c'est Canal+ qui a produit, je crois en partie, mais qui a produit le film. C'est bien pour ça qu'il était en avant-première dans les locaux de Canal+. Je pense qu'il faut aussi voir ces films historiques, même s'ils sont romanesques, comme quelque chose qui peut nous apprendre un petit peu comment ça se passait à l'époque. Mais mis à part Cumberbatch, pour revenir un petit peu sur le jeu d'acteur, il y a personne, quoi. Il y a Knightley qui joue bien, ça change un petit peu de Pirates des Caraïbes. Je l'avais déjà vu dans... je crois que ça s'appelle Orgueil et Préjugés. C'était un espèce de drame qui était assez bien. Je l'ai vu aussi bien sûr dans Anna Karenine. Elle joue très bien dans ce film. La compagne, si on peut s'exprimer ainsi, de Cumberbatch, compagne de Turing, qui était homosexuelle. Alors là, tout de suite, il y avait plein d'enjeux en dessous. Dès qu'on passe dans son enfance, il y a des trucs. Enfin, mais ça sert à rien en fait. Si à un moment il y a quelque chose qui met en évidence son homosexualité, mais ce n'est pas très important, on aurait pu s'en passer. Après, c'est justement pour nous donner attention, on va brasser la vie de Turing, donc en faire un biopic, mais en fait ce n'est pas vraiment un biopic. Pour moi, un biopic se veut beaucoup plus linéaire. Pourquoi faire ces flashbacks et des trucs tout compliqués? Alors, on est dans une prison et le mec, je vais vous raconter mon histoire. Et là, on plonge avec lui. C'est un peu lourd, je trouve, cette façon de faire. Ouais, vraiment du faussement complexe. Et des fois, on est dans le passé, c'est-à-dire au moment où il construit la machine. Après, on revient dans le présent, dans les années 50, je crois, où on est de nouveau devant les inspecteurs de police. Et tu te dis, mais pourquoi on s'arrête maintenant? Mais en fait, voilà, c'est tellement bidon, ça, je trouve. Le film linéaire ne valait pas un pet de lapin. C'est pour ça qu'ils l'ont après reconstruit pour quelque chose de plus dynamique, en jouant sur les temps, passé, présent, futur. Mais là, je trouve déjà que c'est une faiblesse. Le film ne tient pas la route d'une façon chronologique. C'est vachement dommage, quoi. Juste tenir la route, je demande pas à ce que ce soit un truc de fou. Mais après, y a quand même des idées, quoi. Il y a une impact de torpille qui est vachement bien. Parce que l'impact, on le voit pas, parce que ça coûte cher. Voyons, le film, il a coûté que 14 millions, c'est pas des milliers et des mille. Donc l'impact d'une torpille, on en fait comment? Eh bien, on a fait un raccord. Je dirais même un montage parallèle. C'est pas souvent qu'on en a, mais quand il y en a, il faut bien les mettre en avant. Un montage parallèle entre la torpille qui va frapper un bateau et après un cendrier et une cigarette qui est appuyé contre le cendrier, qui est orienté de la même façon. Ça, c'est des idées de transition, de réalisation qui sont très intéressantes, mais c'est tellement rare dans ce film. C'est une mise en scène assez évidente, en fait, avec des gros plans, des plans pour Cumberbatch, des plans rapprochés pour les seconds rôles, et voilà. C'est une mise en scène assez élégante, mais terriblement classique. Vraiment, ne vous attendez pas à des trucs de fou. Alexandre Desplat. Est-ce que je fais la blague? La musique ne sert à rien. Enfin, elle ne sert à rien. Si, elle appuie, mais c'est des trucs, c'est tellement classique. C'est vraiment le didactisme scolaire. Non, c'est très très scolaire comme film. C'est académique. Je pourrais presque utiliser ce terme-là. C'est académique. Le cinéma à l'ancienne, empreint d'un classicisme des plus barbants. Mais on verra avec les Oscars si l'Académie veut des prises de risque et de l'originalité ou du classicisme. Après, pour dire à quel point ce film est fait à l'ancienne, il est encore fait en 35 mm. Avec un chef-op Oscar Fora qui a fait The Impossible, The Machinist, L'Orphelinat. Donc c'est aussi quelqu'un qui gère très bien la photo, mais la photo elle est terne. Après il y a un gros travail d'étalonnage, mais il n'y a rien de foufou dans ce film. En termes de mise en scène, il y a franchement pas grand chose, c'est très classique. Vraiment, faut pas chercher plus loin. Les acteurs sont bons, mais ils sont vraiment au second plan, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Après, si vous aimez bien l'histoire, et si vous aimez bien aussi cette espèce de coulisses de la guerre, c'est un peu ça. Ça peut être intéressant. On parle tout de suite de le classique instantané, mais vous savez, le terme classique, pas classique pour la mise en scène, mais classique du style Citizen Kane, quoi. On parle de classique instantané, non mais attendez, ça, un classique, vous plaisantez, c'est un film qui va se noyer dans les films historiques. S'il gagne un Oscar, ça me choquerait, Parce que quand même s'il est calculé pour les Oscars, et ça se sent, bien sûr parce qu'il est sorti à une période qui est repérée pour les Oscars, franchement, s'il en gagne un, ça me surprendrait.
peut-être pour un scénario adapté, mais en termes de meilleur film, j'ai vu Birdman, je vous parlerai de Birdman bientôt, hein, mais j'ai vu Birdman explose ce film. En termes de meilleur réalisateur, pitié, c'est très très classique. Enfin, au moins le mec il connaît ses règles, hein, mais franchement ça vaut pas un pet de lapin. Cumberbatch à la limite, mais au vu de ce qu'il y a en face, il se fera écraser. Meilleure actrice, pourquoi pas, éventuellement. Meilleur scénario, j'aurais tendance à dire oui. Parce que le scénario, quand vous voyez justement ce parallélisme et tout ça, quand vous voyez ce montage alterné entre les différents temps, ça c'est dans le scénario. Hein. Donc, est-ce qu'on peut parler de meilleur montage ? Ce montage ne vaut rien. Ça m'étonnerait qu'il l'ait. Ça me choquerait. Je comprends même pas pourquoi il est nominé. Sur tous les films de l'année, moi je comprends pas. Il y avait d'autres films qui valaient beaucoup plus en termes de montage, ne serait-ce qu'Interstellar était beaucoup plus balèze pour le travail de montage. Là, c'est basique. Ce qu'on peut peut-être mettre en avant pour justement qu'il ait la nomination du meilleur montage, c'est que c'est un montage invisible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai été en rupture avec le film. Ça veut dire qu'à aucun moment, il y a eu des coupes dans le montage qui m'ont gêné. Le film se déroule d'une façon très fluide. Il y a une grammaire et une façon de faire pour que le film soit fluide et qu'il ne provoque à aucun moment une ressortie du film. Et ça, c'est vrai que pour le coup, le montage est intéressant. Mais franchement, sur tout ce qui a été fait sur l'année, ça ne vaut pas le meilleur montage, quoi. Meilleur décor, sans doute. Meilleure musique de film, vous laissez-moi rire, quoi. S'ils avaient vraiment personne d'autre à mettre. Surtout qu'Alexandre Desplat, il est nominé, je crois, 2 fois pour 2 films. Non, mais pitié, hein. Ça, c'est de la foutaise, hein. Je comprends pas pourquoi ce film, il est autant nominé, hein. Mais c'est sûrement Cumberbatch, alors... ils savent jouer avec ça, hein. Elle est fourbe. Non, le film est bien, mais franchement, hein, vous le regardez, après vous passez à un autre film, hein. Voire même vous aurez envie de prendre un film un peu plus dynamique pour vous ressourcer parce que ce film est tellement chiant. Non, je me suis quand même assez ennuyé dans ce film. Après, c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus. Je savais pas à quoi m'attendre en fait quand j'ai commencé à regarder le film. Je trouve en fait, je force un petit peu le trait peut-être parce que je veux être en opposition avec les éloges surdimensionnés à propos de The Imitation Game. Donc moi je mettrais 12 sur 20. J'aurais tendance même à baisser, mais il n'y a pas de raison. Là, il n'y aurait pas de raison de baisser davantage parce que le film est classique. Il faut juste s'en rendre compte et si vous appréciez ça, et si vous voyez à peu près la teinte du film par rapport à ce que je dis, vous pourrez aller le voir le 28 janvier. Mais quant à moi, je le reverrai pas. Voilà, j'ai terminé ma toute petite critique. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera peut-être envie d'aller voir ce film. De toute façon, il est en lice pour les Oscars. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de la FAQ. Allez, salut!